Bonjour, bienvenue au cours d'analyse appliquée pour la mécanique. Aujourd'hui, nous allons aborder les théorèmes des représentations des risques. Il s'agit du second résultat fondamental concernant les espaces d'Hilbert. Pour mémoire, notre projet est celui de redéfinir les notions usuelles de l'analyse en termes d'intégrale. Faisons d'abord un bilan de nos avancées jusqu'à présent. Nous avons commencé par la notion de distance. Celle-ci nous a conduit à la notion d'espace symétrique. Nous avons alors introduit la notion de norme. La norme permet de définir une distance. Un espace avec une norme est dit un espace normé. Lorsque l'espace normé est transformé en espace complet, nous avons un espace de Banach. Des exemples d'espaces de Banach ont été donnés, ce sont les espaces LP. Dans un espace LP, un élément n'est pas une fonction, mais une classe de fonctions. Ce fait nous a obligés à redéfinir la notion de dérivée en utilisant des intégrales. Puis, à partir de la notion de dérivée, nous avons défini la valeur ponctuelle d'un élément de LP encore en utilisant des intégrales. Nous avons alors introduit la notion de produit scalaire. Le produit scalaire permet de définir une norme et une distance. Nous avons alors un espace pré-hilbertien. Lorsque cet espace est transformé en espace complet, nous avons un espace de Hilbert. Des exemples ont été donnés. Les espaces dits espaces de Sobolev, traditionnellement notés par la lettre H. H1, H2, H01, l'indice 0 indiquant des valeurs nulles sur la frontière. Dans le cadre d'un espace d'Hilbert, nous avons introduit les théorèmes de la projection, qui s'énoncent de la manière suivante. Soit S contenu en V, une partie fermée, convexe ou un sous-espace vectoriel ou affine. V étant complet, puisqu'il s'agit d'un espace d'Hilbert. Alors, pour tout élément du V, il existe un et un seul PU appartenant à S qui minimise la distance entre US. PU est la projection orthogonale de U sur S. Nous avons étudié les cas d'un sous-espace, les cas d'un sous-espace affine et les cas d'un convexe. Dans chacun de ces cas, la propriété d'orthogonalité pouvait s'écrire par des équations ou des inéquations. Par exemple, pour un sous-espace, PU est l'élément de S tel que U moins PU est orthogonal à V pour tout V appartenant à S. Pour les sous-espaces affines, PU appartient à S et U moins PUV égale à 0 pour tout élément de S0, S0 étant le sous-espace vectoriel associé à S. Et pour un ensemble convexe, nous avons une inéquation variationnelle. Dans le cadre de la projection orthogonale dans les espaces d'Hilbert, nous avons établi une connexion entre la projection et les équations différentielles. Il est possible aussi d'établir une connexion entre les projections orthogonales et les équations aux dérivées partielles. Cette connexion fournit des méthodes d'approximation des solutions de ces équations. On utilise un sous-espace de dimension finie pour approcher la fonction en écrivant PU
sous la forme d'une combinaison linéaire d'éléments phi indice I qu'on choisit. On détermine alors l'équation U en utilisant l'équation variationnelle ou l'inéquation variationnelle. Cette approche conduit aux méthodes de type élément fini, volume fini, différence finie. Dans chacun des cas, la différence est dans les choix du sous-espace. La suite de l'étude des résultats fondamentaux sur l'espace d'Hilbert concerne les théorèmes d'Iris. Pour les théorèmes d'Iris, nous allons voir que l'outil les plus important, ce sont les inégalités qu'on peut établir. Les théorèmes d'Iris établissent une correspondance entre les éléments du V et les applications linéaires continues du V à valeur d'un Z. Du point de vue mécanique, il établit une correspondance entre les champs de déplacement ou de force et les travails associés. L'outil fondamental pour les théorèmes d'Iris est la notion d'application linéaire continue à valeur d'un Z, c'est-à-dire une application L de V à valeur d'un Z linéaire continue. L représente les travails associés à un champ. Rappelons que la linéarité se définit de la manière suivante. Étant donné UV dans V et lambda dans R, L de lambda U plus V égale à lambda L de U plus L de V. Une propriété classique des intégrales. La continuité est définie à partir des suites convergentes. Pour toute suite UN telle qu'UN converge vers U, nous devons avoir L du N qui converge vers L du U. Les applications linéaires continues ont de nombreuses propriétés. La première propriété est que L de 0 égale à 0. En effet, L de 0 égale à L de 0 plus 0, qui est égal à 2 fois L de 0. Il s'agit donc d'un nombre réel qui est égal au son double. Ce ne peut être que les nombres 0. Une autre propriété intéressante concerne les noyaux des applications linéaires continues, c'est-à-dire l'ensemble des éléments pour lesquels L prend la valeur 0. N, les noyaux, est un sous-espace fermé. On peut le voir facilement. Si nous considérons deux éléments d'N et un nombre lambda appartenant à R, on voit facilement que L de lambda U plus V est égal à 0 et que donc lambda U plus V appartient à N. De plus, 0 appartient à N. Et si nous considérons une suite d'éléments d'N qui convergent vers un élément U, nous devons avoir forcément L du U égale à 0, car L du U est la limite des L du N, qui sont tous identiques à 0. Donc, il s'agit bien d'un sous-espace fermé. L'ensemble des applications linéaires continues est traditionnellement noté V'. Il s'agit du dual topologique de V. Nous verrons par la suite pourquoi ces noms. V' est un espace vectoriel. On peut le voir facilement en considérant deux éléments de V' et un nombre lambda appartenant à R. On voit facilement que lambda L plus M reste une application linéaire continue. En outre, l'application constante égale à 0 est un élément de V'. Il s'agit donc bien d'un espace vectoriel. On peut définir une norme sur V'. La norme d'un élément L de V' s'écrit comme les sup de L de V sur norme de V pour V différent de 0. On peut déterminer cette norme de différentes manières. Par exemple, nous pouvons prendre les modules de L de V.
Nous pouvons aussi considérer simplement les éléments pour lesquels norme de V égale à 1, ou encore considérer les éléments pour lesquels la norme de V est inférieure ou égale à 1, et utiliser module ou sans module. Dans tous les cas, le résultat sera identique. La norme d'une application linéaire du V à valeur d'un R, c'est-à-dire d'un élément du V', possède de nombreuses propriétés. La première est la majoration de la valeur de L de V. Module de L de V est inférieur ou égal à norme de L, norme de V pour tout V appartenant à V. La deuxième est une propriété. Si L est une application linéaire de V à valeur d'un R, alors elle appartient à V' si seulement si la norme de L correspond à un nombre réel fini. Nous avons une troisième propriété qui découle de celle-ci. Considérons L de V à valeur d'un R linéaire. Alors, L est un élément du V' si seulement si il existe un nombre réel M tel que module de L de V inférieur ou égal à M norme de V pour tout V appartenant à V. Enfin, considérons L de V à valeur d'un R linéaire. Si module de L de V est inférieur ou égal à M norme de V pour tout V, nous avons norme de L inférieure ou égale à M. Il est intéressant de noter que V' est complet pour cette norme. En effet, si nous considérons une suite d'éléments L indice n de Cauchy, étant donné un élément V appartenant à V, L indice n de V est un nombre réel et la suite Ln de V est une suite de Cauchy dans R compte tenu des majorations précédentes. Par conséquent, puisque R est complet, cette suite converge vers une valeur que nous notons L de V. On vérifie aisément que cette application L est linéaire. Puis, compte tenu du fait qu'il s'agit d'une suite de Cauchy, nous pouvons démontrer que la norme de L indicienne est inférieure ou égale à une constante pour tout n supérieur ou égal à un certain n0. Par conséquent, module de L de V sera inférieur ou égal à M norme de V pour tout V. Nous avons donc un élément de V'. Le théorème d'Iris établit une relation entre les éléments du V et les éléments du V'. En effet, il dit que tout élément L appartenant à V' correspond à un élément U appartenant à V, c'est-à-dire qu'il existe un et un seul U appartenant à V tel que L de V égale à U scalaire V pour tout V. De plus, norme de L égale à norme de U. Du point de vue mécanique, l'opérateur L représente le travail d'un champ et le théorème d'Iris indique que tout opérateur définissant le travail d'un champ peut être caractérisé par une force. Nous pouvons facilement établir une relation dans l'autre sens, de V vers V', en considérant une application linéaire L indice U définie par L indice U calculé en V comme étant les produits scalaires du U par V. Nous définissons ainsi une application π qui associe à chaque élément U du V un élément du V'. Le théorème d'Iris nous indique que cette application est une bijection linéaire isométrique. Ainsi, V et V' sont isomorphes. Nous pouvons définir un produit scalaire sur V' en utilisant les éléments de V. Il suffit de définir les produits scalaires de L par M dans V' comme étant
pi moins 1 d'IL, pi moins 1 d'IM, ces produits scalaires étant calculés dans l'espace V. La norme associée à ces produits scalaires est la même norme définie dans ce que nous avons vu dans ce qui précède. Nous avons donc un espace de Hilbert. V' est un espace de Hilbert. Cependant, la topologie générée par cette démarche est identique à celle de V. V et V' sont isomorphes. On peut dans ce cas considérer V' comme une copie de V qui a les mêmes propriétés topologiques. Le théorème d'Iris se généralise à un résultat connu comme le théorème de Lax-Milgren. Ce théorème indique que si nous considérons une forme bilinéaire symétrique ayant des propriétés de majoration et un élément L appartenant à V', alors il existe un et un seul U appartenant à V tel qu'A du V égale à L du V, quel que soit V appartenant à V. La démonstration consiste simplement à montrer qu'il y a, bien, un produit scalaire. Nous avons vu donc qu'il est possible de copier la topologie de V dans V'. Nous avons un espace qui a exactement les mêmes propriétés que V. Mais ceci n'est pas intéressant, puisque ça ne nous apporte aucune nouvelle propriété. Cependant, l'existence de V' et l'isométrie d'Iris nous permettent d'introduire une nouvelle notion de convergence, la notion de convergence faible. Nous disons qu'UN converge vers U faiblement dans V lorsque L du N converge vers L du U pour tout L appartenant à V'. C'est-à-dire qu'UN converge vers U dans V si seulement si les produits scalaires du N par V convergent vers les produits scalaires du U par V pour tout V appartenant à V. C'est-à-dire que les champs de déplacement UN convergent faiblement vers les champs de déplacement U si seulement si les travails dans les déplacements UN convergent vers les travails dans les déplacements U pour tout opérateur de travail L, c'est-à-dire pour toute force V. La convergence faible a quelques propriétés qui peuvent s'avérer utiles et qui méritent d'être connues. La première d'entre elles est que la convergence forte entraîne la convergence faible. Ainsi, UN converge vers U fortement, entraîne qu'UN converge vers U faiblement. Deuxième propriété, la convergence forte a lieu si seulement si UN converge vers U faiblement et la norme du N converge vers la norme du U. Nous avons aussi que toute suite faiblement convergente est bornée. Une propriété importante, valable pour les espaces d'Hilbert, est que toute suite bornée admet une sous-suite faiblement convergente. Enfin, nous avons la semi-continuité inférieure de la norme d'une suite faiblement convergente. Norme du sera inférieure ou égale à limite inférieure de norme du N si UN converge faiblement vers U. Un exemple simple de convergence faible est fourni par la suite UN de x égale à sinus de 2n pi x dans l'espace L2. En effet, la norme du n est égale à 1 sur racine de 2. Elle est constante, identique pour toutes les valeurs de n. D'autre part, si nous considérons un élément de D de 0,1, le produit scalaire du n par phi peut être intégré par partie de manière
à obtenir les termes 1 sur 2n pi, l'intégrale de 0 à 1 de phi prime dx cosinus de 2n pi x dx. Les termes 1 sur n devant l'intégrale, qui est formée d'éléments qui sont bornés, montrent que nous avons un scalaire phi qui tend vers 0 pour tout élément phi appartenant à d de 0, 1. Or, d de 0, 1 est dense dans V. Nous avons donc un scalaire V qui tend vers 0 pour tout V appartenant à V. Par conséquent, UN converge faiblement vers 0. Mais il faut noter que UN ne converge pas fortement vers 0, car la norme du N ne converge pas vers 0. Il est usuel d'introduire une notation pour les applications linéaires continues à valeur d'un R, c'est-à-dire pour les éléments du V'. On note L de V sous la forme d'un produit scalaire particulier qu'on nomme produit de dualité. Ainsi, le produit de dualité entre π du U et V est simplement la valeur L indissus du V, c'est-à-dire le produit scalaire du U par V. Et nous disons qu'UN converge vers U dans V si seulement si les produits de dualité d'L par UN convergent vers les produits de dualité d'L par U pour tout L appartenant à V'. La notion de dualité est naturelle pour un mécanicien. En effet, il existe de manière naturelle en mécanique une dualité entre les déplacements ou les vitesses et les forces. Cette dualité passe par la notion de travail ou de puissance. Nous retrouvons cette dualité dans les théorèmes d'Uris, qui traduit de manière mathématique ces éléments de la mécanique. Du point de vue mécanique, nous voyons les déplacements et les forces comme étant des éléments de V. Le travail associé à un champ de déplacement ou de force est un élément de V'. C'est une manière de calculer le travail associé à la force ou à un déplacement. Lorsque nous calculons concrètement la valeur de ce travail pour une force V ou pour un déplacement V, nous sommes en train de calculer un produit de dualité qui se traduit par une forme bilinéaire que nous devons déterminer. Comme pour la projection orthogonale, il existe une connexion entre ces notions, les équations différentielles ou les équations dérivées partielles. Dire par exemple T du U égale à 0 sur V0 veut dire que le produit de dualité T du V égale à 0 pour tout V dans V0. C'est-à-dire que nous aurons une forme bilinéaire A du V qui s'annule pour tout V dans V0. Nous devons ensuite transformer cette égalité dans une équation différentielle ou dans une équation aux dérivées partielles. Ceci se fait par des techniques d'intégration par partie ou de la formule de Green. Nous y reviendrons dans un cours postérieur. Merci pour votre attention. Au revoir, à la prochaine.